Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Je remercie notre Société des maladies respiratoires de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'est très cher, comme vous le savez bien, et qui est l'hypertension pulmonaire, artérielle pulmonaire. Nous allons parler spécifiquement de l'hypertension artérielle pulmonaire et nous allons parler des recommandations émises par la Société européenne des maladies respiratoires et des maladies cardiologiques à propos de ce sujet. Alors, l'hypertension pulmonaire, de façon générale, et pas artérielle, donc, de façon générale, est définie par une pression artérielle pulmonaire moyenne qui excède strictement les 20 mm de mercure, et ce, au cathétérisme cardiaque droit. Nous ne pouvons parler d'hypertension pulmonaire que si le cathé a été réalisé. L'incidence et la prévalence de l'HT-AAP est de 6 et de 48 à 55 cas par million d'adultes respectivement. Et c'est une pathologie, on est en train d'en parler, parce qu'elle est grevée d'une lourde mortalité. Alors chaque fois, l'ERS et le SC émettent des guidelines, ce sont des recommandations qui sont basées sur une évidence scientifique concernant la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la maladie, et les dernières recommandations dont nous allons parler remontent à moins d'1 an. Alors, comme vous le savez très bien, l'artère pulmonaire se trouve en aval du cœur droit et puis en amont des capillaires pulmonaires, ensuite du cœur gauche. Et à partir de cela va émaner la classification hémodynamique de l'hypertension pulmonaire. Il va y avoir le groupe 2 qui est l'hypertension pulmonaire post-capillaire. Ça se passe après les capillaires pulmonaires parce que le cœur gauche est malade. Ensuite, le groupe 3 et le groupe 4, ce sont des HTP qui sont précapillaires. Le 3, c'est les maladies pulmonaires et l'hypoxie qui vont retentir sur l'artère pulmonaire. Et puis le groupe 4, il va y avoir une obstruction artérielle pulmonaire. Et notre propos d'aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle avec un A pulmonaire, une HT-AP, qui est une pathologie précapillaire. Ça va toucher l'artère pulmonaire dans son versant parce qu'il y a un problème au sein de l'artère pulmonaire elle-même. Donc la pathologie est bien précapillaire. Cette hypertension pulmonaire est donc, comme toute hypertension pulmonaire, définie par une PAP moyenne strictement supérieure à 20 mm de mercure, et les dernières recommandations ont abaissé ce seuil. Pourquoi? Parce que 20 par rapport à 25 mm de mercure, nous sommes plus près des valeurs normales. On est à 2 déviations standards par rapport à la population normale. Et puis, la pression capillaire pulmonaire doit être inférieure ou égale à 15 mm de mercure, puisque les choses comme vous voyez pour la flèche en mauve se passent en amont du capillaire pulmonaire, donc il n'y a pas de quoi une pression qui soit basse, et on a rajouté au cours de ces dernières recommandations le fait qu'il faille absolument avoir des résistances vasculaires pulmonaires qui sont supérieures à 2 unités Wood. Pourquoi? Parce qu'on peut assister à une augmentation de la pression pulmonaire, tout simplement parce que le flux sanguin augmente ou parce que la pression intrathoracique augmente. Et ces chiffres de 20 et de 2 unités Wood émanent d'études qui ont montré que la mortalité va d'un coup augmenter au-delà de 20 mm de mercure et au-delà d'une pression à 2 mm de mercure. Donc regardez bien, tout ça doit être validé par le cathétérisme cardiaque droit qui doit nous enseigner obligatoirement non seulement sur la pression artérielle pulmonaire moyenne, mais aussi sur la pression des capillaires et les résistances vasculaires pulmonaires. Alors, au cours de l'HTAP, toutes les tuniques vasculaires vont être touchées. C'est ainsi que l'intima va être le siège de prolifération et de fibrose. Il va y avoir une hypertrophie de la média. Il va y avoir des lésions plexiformes qui sont bigarrées. Et il va y avoir également de la thrombose in situ et une vasoconstriction. Si bien que le vaisseau va être obstrué
Et comme le cœur droit se trouve en amont de l'artère pulmonaire, il va être remodelé et il va être siège d'une dysfonction. Alors, comment s'y prendre chaque fois qu'on est face à une dyspnée d'effort ou qu'on suspecte une hypertension pulmonaire? Cet algorithme a été simplifié au cours des dernières recommandations et c'est une démarche qui se fait en plusieurs étapes. Alors, si on est face à une situation d'urgence, c'est-à-dire si le malade est par exemple cyanosé, s'il présente des troubles du rythme, une syncope, etc., ou si on a assez d'arguments cliniques qui font vraiment suspecter la maladie, il faudrait absolument l'adresser en centre de référence d'hypertension pulmonaire. Et là, il y a des normes pour qu'on dise que c'est un centre de référence, notamment le fait de voir plusieurs malades pendant un an. Il faudrait qu'on élimine les autres causes d'hypertension pulmonaire et qu'on fasse le cathétérisme cardiaque droit. Autrement, cet algorithme simplifié va se faire en 3 temps et il vise à ramasser le plus de monde possible, de malades possible, pour ne pas passer à côté du diagnostic. Alors, la première étape, c'est l'étape de la suspicion clinique. Elle va toucher essentiellement les médecins de première ligne qui, face à des symptômes ou des signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite ou d'hypertension pulmonaire, vont réaliser un électrocardiogramme qui va montrer des signes droits, tels que l'hypertrophie ventriculaire droite, un bloc de branche droit, ou des signes de complications tels qu'une ACFA. Ils vont également réaliser le dosage du BNP ou du NT-proBNP et la saturation en oxygène. Et puis, vient la deuxième étape, c'est la détection de l'HTP qui se base, entre autres et en grande partie, sur l'échographie cardiaque. Alors, au premier temps, il faudrait éliminer ce qui n'est pas groupe 1, ce qui n'est pas HTAP, puisque on est dans le cadre d'abord d'une HTP. Donc, HTAP, il faudrait éliminer les causes pulmonaires et les causes cardiaques. Pulmonaires par les explorations fonctionnelles respiratoires, les gaz du sang, la radiographie du thorax qui, comme ici, va montrer un cœur en carafe, une augmentation de la distance entre les deux artères pulmonaires. Il faudrait absolument, et c'est recommandé, de réaliser un scanner thoracique et une épreuve d'effort cardio-pulmonaire. Du versant cardiaque, il faudra éliminer une atteinte cardiaque gauche par l'échographie cardiaque et les tests d'effort. Et puis, on arrive à la probabilité cardiaque qui va être émise donc à partir de cet écho. Cet écho va montrer soit une faible probabilité échographique, et dans ce cas, nous allons voir si notre HTP si les symptômes sont expliqués par autre chose. Si c'est le cas, c'est bon. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va passer à la troisième étape. C'est la confirmation du diagnostic par le cathétérisme cardiaque droit en milieu spécialisé. Dans ce cas, on va voir s'il y a des facteurs de risque d'une obstruction pulmonaire, donc le groupe 4 par la scintigraphie de ventilation, perfusion et par l'angioscanner thoracique, ou s'il y a des facteurs de risque d'HTAP. Si c'est le cas, on va passer directement au cathétérisme cardiaque droit. Alors, comment se base cette probabilité échographique? Tout d'abord par le pic de régurgitation de la vélocité de la valve tricuspide et non pas du tout par la PAPS. On ne se base plus sur la PAPS à l'échographie cardiaque, quoi qu'il y ait une relation entre eux, parce qu'en fait, la PAPS va tenir compte de la pression dans l'oreillette droite qui n'est pas suffisamment sensible. Donc, on ne se base pas sur la PAPS pour dire qu'on suspecte ou on ne suspecte pas d'HTP. On se base sur cette VIT max. Cette VIT max, si elle est suffisamment élevée, et on a gardé au cours des dernières recommandations ces mêmes chiffres, on est déjà en probabilité cardiaque haute et on passe directement au cathétérisme cardiaque droit. Si par contre elle est moindre, on va voir si le cœur
droit si les artères pulmonaires et si la veine cave inférieure sont malades ou pas. Et à partir de là, on va émettre soit une faible probabilité échographique, soit une intermédiaire, soit une probabilité forte. Toujours la forte va amener directement au KT et un changement donc au cours des dernières recommandations, c'est qu'on va revoir maintenant s'il y a des signes en faveur d'une HTAP ou pas, des facteurs de risque ou pas. Et selon le cas, on va soit avoir un diagnostic alternatif, soit surveiller le malade par échographie cardiaque, et c'est une rubrique qui a été rajoutée, soit au contraire passer au cathétérisme cardiaque droit pour poser le diagnostic ou pour l'infirmer. Encore une fois, ce cathétérisme cardiaque est le seul moyen de confirmer le diagnostic et on a ramené sa réalisation au cours des dernières recommandations à une classe d'évidence 1. Et on a ramené à la classe 1 le fait de devoir nous enseigner sur toutes ces valeurs qui, regardez, ne sont pas uniquement des valeurs hémodynamiques, mais on va voir aussi la saturation en oxygène, le débit cardiaque, etc. Et on a émis au cours des dernières recommandations les valeurs normales d'un cathétérisme cardiaque droit. Donc, regardez l'importance de cet examen paraclinique. Cet examen doit également, et c'est une classe d'évidence 1, nous enseigner sur la vasoréactivité, si elle est indiquée évidemment, soit par le monoxyde d'azote, le NO inhalé, l'hylopros inhalé ou l'époprosténol en IV, et on a écarté l'adénosine. Et ceci est de classe 1. Alors, ce test de vasoréactivité doit être réalisé uniquement si on est face à une HTAP idiopathique, irritable ou due au drop. Et il est dit positif si ce vasodilatateur va faire diminuer la PAP moyenne de 10 mm de mercure au moins pour la ramener à moins de 40 mm de mercure avec un débit cardiaque qui demeure normal ou augmenté pour ne pas que ce soit le cœur qui fasse ça. Alors, l'HTAP peut être due à plusieurs éléments associés. Elle peut être tout d'abord idiopathique. Et on a ramené au cours des dernières recommandations les répondeurs aux tests de vasoréactivité et les non-répondeurs à cette rubrique de groupe 1. Elle peut être irritable, ça veut dire qu'il y a des mutations géniques et le gène le plus fréquent, c'est le BMPR2. Elle peut être associée à des médicaments tels que les anorexigènes ou des toxines et elle peut être associée à d'autres pathologies, notamment les connectivites et si la sclérodermie qui entraîne le plus d'HTAP, elle peut être due à une infection par le virus HIV, elle peut être due à une hypertension portale, elle peut être due à une cardiopathie congénitale ou une schistosomiase. Et on a ramené au groupe 1, cette fois-ci aussi, la maladie véno-occlusive et l'hémangiomatose capillaire pulmonaire. Ce sont des maladies qui vont en fait toucher le capillaire dans sa partie, les vénules. Donc c'est en fait post-capillaire, mais comme le retentissement sur le cœur gauche n'y est pas, il n'y a pas d'augmentation de la pression de remplissage de l'OG, c'est une HTAP, donc pré-capillaire. Et une mention spéciale à cette étiologie qu'il faut rechercher, parce que cette étiologie contre-indique les médicaments spécifiques de l'HTAP parce qu'il y a un risque d'OAP. C'est une maladie qui va être cliniquement plus grave et elle se manifeste au scanner thoracique par un épaississement des lignes septales et des nodules centrolobulaires en verre dépoli avec des adénomégalies médiastinales. Et puis, l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. Alors, une fois le diagnostic est fait, il va falloir déterminer le risque de décès à 1 an du patient. Et le risque est soit fort, c'est-à-dire supérieur à 20%. C'est un chiffre qui a été majoré au cours de ces dernières recommandations, soit intermédiaire, soit faible. Et ce, à partir de signes cliniques, à partir du test de marche de 6 minutes, des épreuves d'effort, du NT-proBNP,
de l'échographie cardiaque à laquelle on a rajouté une valeur importante, c'est la TAPSE sur la PAPS. C'est un facteur en rapport avec l'excursion de la valve tricuspide et qui dénote de la relation cœur-poumon. On a rajouté à l'IRM cardiaque les valeurs de chaque risque et ça se base aussi sur les données hémodynamiques. Regardez bien, la PAP moyenne n'a rien à voir avec le risque de décès du patient. Par contre, on a rajouté l'index de volume systolique et pour les différentes valeurs ont été changées en grande partie au cours de ces dernières recommandations. Ensuite, plus la maladie évolue, plus une nouveauté au cours des recommandations, on ne va plus évaluer le malade sur ce modèle de 3 strates qu'on vient de voir. On a remarqué que les malades étaient en grande partie, à plus de 75%, en risque intermédiaire. Et on a remarqué qu'au cours de l'évolution, ces risques intermédiaires se divisaient en deux pour avoir un risque intermédiaire bas et un risque intermédiaire haut qui se comportait beaucoup plus comme le risque élevé. Donc, on a scindé les choses en 4. Il y a le risque faible, intermédiaire bas, intermédiaire haut et haut. Et on a simplifié, par contre, les critères de surveillance qui ne sont plus que des critères non invasifs. La classe fonctionnelle de la NIHA, le test de marche de 6 minutes, le BNP ou NT pro-BNP uniquement. Et puis, comment traiter le malade? Alors, on va le traiter par des mesures générales et par des thérapeutiques plus ciblées. Pour les mesures générales, on a rajouté cette fois-ci le fait de faire faire, donc la réhabilitation finalement, un test physique supervisé, et c'est une recommandation de classe 1. Et puis, il faut immuniser le patient contre la grippe, contre le pneumocoque, et on a rajouté le SARS-CoV-2. Et puis, les diurétiques ne seront par contre administrés que s'il y a des signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite ou s'il y a une retention hydrosodée. L'oxygénothérapie au long cours est prescrite à partir de 60 et pas de 55 mm de mercure et toutes ces recommandations sont de classe 1 et on a ramené à la classe 1 le fait de supplémenter les patients qui ont une anémie fériprive en fer parce que ce sont des malades qui présentent le plus souvent une hypoféritinémie et des études ont montré que c'était un facteur de mauvais pronostic. On a rajouté aussi, même comme recommandation, le fait de donner, d'administrer du fer, même aux patients qui n'étaient pas en anémie, mais qui étaient en hypoféritinémie. Et puis, il y a eu, depuis plusieurs années, la polémique des anticoagulants, est-ce qu'il faut les prescrire ou pas? La recommandation nouvelle, c'est en général de ne pas anticoaguler, sauf exception. Et puis, les médicaments à visée cardiaque, les IEC, les bêta-bloquants, tout ça, n'ont aucune place pour l'hypertension artérielle pulmonaire, sauf si, bien sûr, une pathologie cardiaque l'impose, un trouble du rythme, par exemple. Autre nouveauté, avant on disait, s'il y a anesthésie, donc pas d'anesthésie générale, la nouvelle recommandation, c'est de dire une équipe multidisciplinaire doit statuer pour peser le pour et le contre pour que le patient soit anesthésié ou pas. Et autre recommandation de classe 1 qui est très importante, c'est que les femmes en âge de procréer doivent absolument être sous contraception parce que la grossesse risque fortement de faire mal tourner la pathologie, sachant que malheureusement la contraception est moins efficace au cours de chez ces patients en raison d'une interaction médicamenteuse avec les médicaments spécifiques. Alors, deuxième volet thérapeutique, c'est les inhibiteurs calciques. Chez les malades présentant une HTAP idiopathique, irritable ou associée aux drogues uniquement, donc comme on l'a déjà dit,
on va réaliser ce test de vasoréactivité lors du cathétérisme cardiaque droit. Si les malades ne sont pas répondeurs, ils vont d'emblée être mis sous traitement spécifique. Sinon, on va les mettre sous inhibiteurs calciques et on va titrer la dose d'inhibiteurs calciques. Donc, ça va être au cas par cas. Et puis là, on nous demande de voir les malades 3 à 6 mois après. Et si la classe fonctionnelle de l'ANIHA, le NT-proBNP ou l'hémodynamique sont dans des normes, dans des valeurs autour de valeurs acceptables, c'est bon, on considère que c'est de bons répondeurs, on poursuit le traitement en revoyant le malade 6 à 12 mois après, sinon on passe au traitement spécifique et l'association thérapeutique est possible. Le troisième volet thérapeutique, ce sont les médicaments qui vont agir de manière plus spécifique puisqu'elles vont cibler les différentes voies physiopathologiques de la maladie. La première voie, c'est la voie de l'endothéline, laquelle endothéline est responsable d'une vasoconstriction et d'une prolifération artérielle. Et il existe des antagonistes des récepteurs de l'endothéline. En Tunisie, nous ne disposons que du Bosantan. C'est un médicament qu'on doit prescrire au début à faible dose, puis on va augmenter la dose. La deuxième voie thérapeutique, c'est la voie de la GMP cyclique, du guanylate cyclate soluble et du NO. Et il existe des inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 par voie orale. En Tunisie, on dispose parfois, et très fréquemment, il y a un refus de la CNAM, du sildenafil. Le tadalafil existe, mais il n'a pas l'AMM pour l'HTAP. En Tunisie, il n'a d'AMM que pour les maladies urologiques, alors que c'est un médicament qu'on prescrit, qu'on préconise beaucoup plus que le sildenafil de nos jours pour traiter l'HTAP. Sa classe fonctionnelle, sa classe d'évidence est supérieure à celle du sildenafil. Il est classé 1, le sildenafil, c'est une classe moindre. Et puis, il existe un stimulateur de la guanylate cyclase soluble, le rioxicate. La troisième voie thérapeutique, c'est la prostacycline, qui est une substance au contraire vasodilatatrice et antiproliférative. Donc, les médicaments de cette classe vont agir dans ce sens-là. Il existe soit des analogues de cette substance par voie orale, par voie sous-cutanée, par voie intraveineuse, ou encore des agonistes de son récepteur, c'est le Celexipac. Alors, comment donc va-t-on traiter au sein de tout ça les malades? C'est un arbre thérapeutique nouveau des dernières recommandations de 2020. C'est un arbre qui est décisionnel, qui est bien sûr valable pour les malades présentant une HTAP idiopathique, héritable, due au drogue ou due au connectivite également. Alors, on va voir si le malade répond au test de vasoréactivité ou pas pour qu'il soit ou non mis sous inhibiteur calcique. S'il n'est pas répondeur, la grande nouveauté, c'est de voir si ce patient présente des maladies cardiopulmonaires ou pas. Et ce sont des maladies ce sont les facteurs de risque d'une altération du cœur gauche AFEVG conservé. C'est plutôt le diabète, l'HTA, l'insuffisance coronarienne, parce qu'on a remarqué que chez ces malades, les traitements spécifiques sont moins importants et qui peuvent poser plus de problèmes d'effets indésirables. C'est pour cela que ça se base essentiellement sur cette scission entre existence ou pas de facteurs de risque cardiopulmonaire. Si le malade n'a pas ces facteurs de risque, ni HTA, insuffisance coronaire, tout ça, on va le classer, comme on l'a déjà vu, en risque de décès à 3 strates. S'il est en risque faible ou intermédiaire, une autre nouveauté, c'est de le traiter d'emblée par la bithérapie. La bithérapie a montré sa supériorité en matière de survie et de retard à la première aggravation clinique. Alors, on va le traiter par les antagonistes des récepteurs de l'endothéline et par les inhibiteurs du PTE5, mais si le risque est élevé,
d'emblée, il faudra rajouter les analogues de la prostacycline et ça va être par voie systémique, ça veut dire IV ou sous-cutané. Ensuite, nous allons revoir le malade et l'évaluer, comme on l'a déjà dit, par le risque simplifié à 4 strates. Et notre but, c'est qu'il reste en faible risque de mortalité. Si c'est le cas, c'est bon, on continue le traitement. S'il est en risque intermédiaire faible, nous allons rajouter des analogues, des récepteurs de la prostacycline ou changer l'inhibiteur du PDE5 par les stimulateurs de la guanylate cyclase. Par contre, s'il est en risque intermédiaire haut ou haut, on a dit que c'était à peu près le même pronostic, il faudrait taper plus fort, il faudrait rajouter un médicament de la 3e classe thérapeutique, c'est-à-dire les analogues de la prostacycline par voie systémique et même mettre le patient sur liste de transplantation pulmonaire. Et puis, les recommandations ont émis des critères de dépistage. Il faut dépister les patients atteints de sclérodermie et qui sont à risque, qui sont ceux dont la sclérodermie évolue depuis plus de 3 ans, ceux qui présentent une discordance en fait entre une capacité vitale forcée qui est supérieure ou égale à 40, qui n'est pas basse, et une DLCO qui est basse, inférieure à 60. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des malades dont le problème est la PID, c'est l'HTAP qui agit sur cette DLCO. Et à ce moment, il faudra appliquer l'algorithme DETECT, qui est un algorithme qui va se baser sur des éléments cliniques, immunologiques, etc., pour dire on réalise une écho cardiaque ou sclérodermique ou pas, et puis on réalise le cathé cardiaque ou pas. Et puis, chez les malades sclérodermiques qui vont demeurer dyspnéiques, malgré une exploration non invasive, il faudra passer par le cathétérisme cardiaque droit parce que, comme vous le savez bien, le sclérodermique a beaucoup d'autres causes de dyspnée telles que la PID, l'atteinte cardiaque gauche, etc. Et puis, il y a eu aussi des recommandations concernant les patients qui risquent de faire une HTAP héritable. Ce sont les malades qui présentent des mutations géniques pour cette maladie et les parents du 1er degré d'un patient qui présente une hypertension artérielle pulmonaire héritable. Et donc, en conclusion, je dirais que les guidelines de la Société européenne des maladies respiratoires et cardiologiques de 2022 nous apportent plein de nouveautés en ce qui concerne cette maladie. La définition hémodynamique de l'HTAP a été modifiée. Il y a eu une simplification de l'algorithme diagnostique principal de l'HTP. Il y a eu une adjonction de critères IRM et échographiques pour la stratification du risque de décès à 3 strates au moment du diagnostic. Et puis, au cours du diagnostic, on a divisé le risque de décès qui est intermédiaire en intermédiaire haut et bas. Et puis, l'algorithme thérapeutique a été simplifié. Il a réévalué le risque de décès. Il tient beaucoup compte des comorbidités cardiopulmonaires et le traitement combiné, minimum un traitement combiné, est indiqué d'emblée. On a beaucoup insisté également au cours de ces dernières recommandations avec une bonne classe thérapeutique, c'est la classe de recommandation 1, sur la réhabilitation et le dépistage de la maladie. Et je vous remercie de m'avoir écouté.